va parler de l'étude qualitative, hein, de l'étude qualitative, des différents types d'études qualitatives. Et également, on va terminer sur comment on peut analyser les données. Bon, pour certains d'entre vous, c'est pour la première fois. Pour d'autres personnes, peut-être c'est une habitude et ces personnes-là vont poser plus de questions. Normalement, nous aurons à passer ensemble environ 2 heures, 1h30, 2 heures, ensemble pour qu'on puisse avancer et discuter. Mais avant toute chose, on va essayer de revenir sur les dernières notions qu'on avait abordées. On avait abordé les méthodes d'échantillonnage qu'on avait abordées la dernière fois, bon, ce qui est résumé ici par ce tableau-là. Pour les méthodes d'échantillonnage, vous n'allez pas passer votre temps à étudier par cœur ou bien à chercher à comprendre, mais vous avez seulement ce petit tableau, ce diapo en face de vous qui vous résume tout. Voilà, c'est ça. Alors, pour faire l'échantillonnage, vous partez d'hypothèses, hein. Est-ce qu'il existe des fichiers dominatifs et exhaustifs comme critère d'éligibilité? Comme critère d'éligibilité, vous allez poser la question, est-ce qu'il existe des fichiers nominatifs? Est-ce qu'il existe des fichiers nominatifs comme critère d'éligibilité? Exhaustif également. On va voir oui ou non. Quand il existe un fichier ou bien des fichiers nominatifs, il faut procéder par des tirages au sort. Les tirages au sort, hein, bon, comme le jeu de la loterie, bon, le jeu de l'auto. Ça, c'est ce qu'on appelle tirage au sort de l'échantillon. Mais s'il n'existe pas de fichier nominatif, hein, c'est-à-dire on ne connaît pas les personnes qui composent l'échantillon de l'étude, à ce moment-là, on passe par d'autres critères. D'autres critères que vous connaissez déjà, qu'on appelle des critères de population mère. On passe par la population mère. Pour les tirages, on va faire de la probabilité, les statistiques, les probabilités que vous avez vues. Vous commencez à voir les probabilités à partir de la classe de seconde, retour et philo ou terminale, que vous commencez à voir la probabilité. Et première année universitaire, c'est pareil, vous voyez à nouveau la probabilité, les statistiques qui est une évolution des probabilités. Voilà, alors, c'est comme ça. On a à gauche ici, c'est quand on a un fichier nominatif, c'est à gauche. Dans le fichier nominatif, on commence par un tirage au sort de l'échantillon et puis il y a des probabilités pour des individus soient sélectionnés dans le tirage qu'on fait. La des probabilités que les individus soient tirés. On peut soit procéder par un échantillonnage aléatoire simple, soit on procède par échantillonnage aléatoire stratifié ou bien échantillonnage aléatoire en grappe. Voilà. Grappe, c'est ce qu'on appelle les clusters. Aléatoire simple, hein, c'est que quelle que soit la personne qui fait partie de l'échantillon, a la chance d'être sélectionnée, quelle que soit la personne. Et aléatoire stratifié, dans la population globale, la population, ou bien les individus qui composent l'échantillon à analyser, ou bien la population, les individus qui composent la population sont subdivisés en des strates. Des strates, c'est comme si vous prenez un gâteau, vous faites plusieurs parts de gâteau. Et à l'intérieur de ces parts-là, ou bien à l'intérieur de ces strates, vous allez prélever des personnes ou bien des échantillons à analyser. Des personnes, si vous menez une enquête sur des gens, et des échantillons, si vous manipulez, vous menez des expériences sur un phénomène, vous manipulez des indicateurs, soit si vous êtes dans le monde agricole, vous avez des parcelles de terre, si vous êtes dans le monde de la transformation alimentaire, on va voir les produits alimentaires. Si vous êtes dans le domaine médical, vous aurez des patients. Et dépendamment de votre domaine, vous aurez des individus. Il suffit de faire ce travail de traduction. Et aléatoire en grappe, c'est quand vous faites des clusters, vous faites des grappes et des poches. Et dans les strates,
vous faites des strates et vous sélectionnez à partir des strates réalisées, mais en grappe, vous faites plusieurs grappes et c'est comme si vous allez tirer quelques grappes. C'est comme une évolution complexe de l'aléatoire simple. Après, d'autres méthodes, méthodes qu'on utilise, c'est les méthodes empiriques, les méthodes empiriques qu'on appelle, c'est quand on n'a pas un fichier nominatif à l'intérieur de ce fichier-là, on va prélever des échantillons à analyser ou bien à mener des enquêtes. Là, on passe par la population mère. Soit il existe une population mère ou non. Quand il existe une population mère, là, on a la possibilité de généraliser les résultats. S'il n'existait pas de population mère, il n'y aura jamais de généralisation du résultat. Par exemple, quelqu'un qui travaille, qui mène une étude sur les personnes atteintes de VIH dans un endroit donné. Si on n'a pas une base de données, on n'a pas une population mère, on n'a pas une idée sur les personnes, la quantité des personnes infectées par le VIH, là, on aura du mal à trouver, on ne peut pas généraliser. Alors, les résultats trouvés dans cet endroit-là concernent cet endroit-là. On ne peut pas généraliser pour dire c'est l'ensemble du pays. Voilà, c'est ça. C'est pareil. Vous voyez que les journalistes internationaux, quand on les envoie dans les pays du Sud, on parle des pays du Sud ou pays sous-développés comme, parce que les Occidentaux ils utilisent n'importe quel langage pour parler. Et quand ils arrivent dans ces pays-là, ils rencontrent deux, trois personnes qui racontent parfois des conneries ou bien des histoires à dormir debout. Et quand ils arrivent chez eux, ils réalisent des articles, ils passent dans les médias pour parler, pour dire, dans ce pays-là, c'est comme ça les gens vivent. C'est comme ça les gens vivent. Et pourtant, c'est faux, complètement faux. Parce qu'ils avaient rencontré deux, trois personnes. Deux, trois personnes, ça peut arriver qu'ils avaient mené une enquête auprès de 10, 12 personnes. Mais est-ce que ces personnes-là représentent la population totale? C'est une petite échantillon. Bon, je me rappelle quand j'étais en Haïti, il y avait bon, quelqu'un qui était qui avait rencontré deux, trois amis pour dire que à cette époque, on discutait de la musique, ouais, c'était de la musique. Et la personne avait dit, bon, il y a tel groupe, ce groupe-là, c'est le groupe le plus formidable, c'est le groupe qui possède des personnes qui ont plus de talent. J'étais à côté, j'ai écouté. Je dis, mais quand même, cette personne-là qui raconte des salades, qui raconte des conneries à une autre personne, à un étranger. Et cet étranger-là va voyager avec cette idée dans la tête. C'est que dans ce pays-là, c'est ça. Vous voyez, c'est pareil. Dans la politique, c'est pareil. On vous vend des choses et au final, ce n'est pas ça. Et les médias encore, c'est pareil. Bon, voilà. Alors, pour les méthodes, quand on peut généraliser, c'est quand c'est par quota. Par quota, on va dire que dans une population, c'est une population globale dans un pays, et il peut y avoir, bon, on sait que les femmes sont plus nombreuses, on va dire il y a 52% de femmes et 48% d'hommes. 48% d'hommes, on va répartir en fonction des jeunes et des moins jeunes, des jeunes ou bien des seniors. Les jeunes, on va dire, les jeunes représentent jusqu'à 60% de la population et les seniors représentent jusqu'à 40% de la population. Si vous mettez une enquête, il faut répartir selon ces quotas. Ce sont des quotas. Alors, dans votre échantillon, il faut que votre échantillon soit constitué de 52% de femmes, 48% d'hommes et 60% de jeunes et 40% d'adultes. Vous voyez, 40% et du senior. C'est comme ça. Là, on répartit selon les quotas. On va voir selon les tranches d'âge, toujours par quota. On va dire dans votre échantillon d'études, si votre échantillon est constitué de 200 personnes à interviewer ou bien à enquêter, parmi ces 200 personnes, vous allez, il y a des quotas, hein, des quotas en fonction des, il faut qu'il y ait 60% de ces personnes-là soient des jeunes et 40% soient des seniors. Et on va continuer, on va dire 52% soient des femmes et 48% soient des hommes. Là, on a des quotas, on établit des quotas. Si vous allez travailler sur le genre ou bien sur la démographie. Si vous allez travailler sur la démographie, donc voilà, c'est comme ça.
Voilà. En gros, bon, vous avez déjà le document déposé sur la plateforme et également il y a déjà la vidéo en ligne. Vous pouvez consulter la vidéo à n'importe quel moment. Vous allez sur YouTube, vous tapez Baraka School et vous allez tomber sur le document. Maintenant, passons à notre sujet du jour. Voilà. On a vu l'échantillon, maintenant passons au terrain. C'est ça le but. Alors, un mémoire de fin d'études, un article scientifique, un article de recherche, une thèse universitaire ou bien une thèse académique, une thèse doctorale, c'est pareil, c'est le même format. On n'invente rien, c'est le même format. Vous commencez, je réponds pour vous, vous commencez toujours par un sujet, et vous allez problématiser ces sujets. Vous trouvez une problématique, vous présentez votre problématique et à partir de votre problématique, il peut y avoir des sous-questions en support à la problématique. Et une fois que vous définissez ces sous-questions qui sont généralement les guides pour les chapitres, les chapitres de votre revue de littérature, vous allez réaliser une revue de littérature. À la fin de la revue de littérature, vous faites des hypothèses, les hypothèses que vous faites émerger, vous allez les tester sur le terrain. Mais avant de les tester, vous allez tester sur quoi? Sur une population d'études ou bien sur un échantillon quelconque d'analyse. Si vous êtes dans le domaine de la chimie, vous aurez comme votre échantillon d'analyse, vous aurez déjà des individus analysés, également sans oublier les réactifs que vous aurez à utiliser pour tester, pour faire vos tests, pour faire vos manipulations en laboratoire. C'est la même chose. On n'invente rien. Que ce soit vous êtes en sciences sociales, sciences humaines, ou bien dans les sciences dures, quand on parle des sciences dures, on parle des mathématiques et informatiques, ou bien vous êtes dans les sciences expérimentales, ou bien les sciences physiques, surtout expérimentales, on parle plutôt des sciences physiques et chimiques, ou bien vous êtes dans les sciences naturelles, c'est la même chose. C'est la même chose. On ne fait rien, il suffit de vous adapter. Même chose. Sciences médicales, pareil. Sciences de la Terre, pareil. Il suffit de vous adapter. Et bon, quand on parle de sciences de la Terre, on voit agro, après on voit géologie, etc. Bref. Voilà. Une fois que vous terminez ce travail, vous faites votre échantillonnage, c'est maintenant on va passer sur le terrain. Bon, sans oublier, il faut que vous rédigez votre approche méthodologique, etc., etc. Et puis votre mode d'échantillonnage, type d'échantillonnage, vous racontez pas mal de choses. Voilà. Maintenant, passons à l'étude qualitative. Bon, comme plan, on va voir déjà les éléments de définition, des éléments de définition sur l'étude qualitative. C'est quoi une étude qualitative? Les types d'études qualitatives, les différents types d'études qualitatives qui existent, on va les voir, essayer de nous approprier les différents types qui existent, que vous connaissez déjà. Bah, il y a certaines études qu'on va pas présenter, mais on va quand même les aborder. On va parler des enquêtes qualitatives. Bon, on parle des enquêtes qualitatives. Parfois, au lieu de parler d'enquêtes qualitatives, on dit directement entretien ou interview. Bon, ça passe très bien. Les méthodes d'entretien, Alors, on parle des méthodes d'entretien, ce n'est pas seulement pour les enquêtes. C'est pendant toute votre vie. Vous allez négocier avec quelqu'un, vous allez négocier pour un poste. Vous passez les entretiens. C'est ça. Vous voulez recruter des gens, vous passez des entretiens, vous faites passer des entretiens à des gens. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, dans votre milieu professionnel, si vous êtes dans le domaine médical, vous avez des patients. Les patients, vous faites passer des entretiens aux patients. C'est la même chose. Et les journalistes, bien qu'on voit le métier de journaliste maintenant, c'est que mensonge. Partout, hein, partout, mensonge. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent manipuler l'information et mentir pour les gens les plus riches. Bon, les, c'est pareil, les techniques d'entretien, vous voyez, bon, je donne souvent les exemples. Hein, bon, pour les personnes qui sont en Europe, je donne souvent l'exemple de Jean-Jacques Boudin comme quelqu'un qui a une grande capacité pour poser des questions. Et pareil, dans les archives aussi, j'ai quelques étudiants français, j'ai fait découvrir les techniques d'entretien de Jean-Léopold Dominique. Hein. Pareil, c'est ça pour voir c'est quoi le métier du journaliste, comment on pose des questions, comment on cherche la vérité, comment on ne cherche pas à faire dire des choses à des gens, mais non, on cherche la vérité avec le respect l'un de l'autre. C'est comme ça.
Et la présentation des résultats, on va voir comment on peut présenter les résultats pour les études qualitatives, parce que d'habitude, les gens pensent, ah oui, c'est études qualitatives, on a mis des entretiens, oui, après on va divaguer, on va expliquer, on va expliquer les résultats, on parle des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la personne a exprimé. Mais non, ça, on va voir ça, comment le faire, et puis l'analyse des données, sans oublier les limites, la limite des études qualitatives. En gros, c'est ça, et qu'on va essayer de voir. Bon, on n'aura pas le temps de tout voir, mais bon, on va passer quand même rapide sur ces choses-là. Éléments de définition. Définition, moi, je n'aime pas tellement faire la définition, les définitions des choses, mais bon, c'est important pour savoir d'où l'on met, où l'on met les pieds. Il faut qu'on sache comment ça se passe. Des éléments théoriques, les éléments théoriques. Donc, par définition, on dit ça permet de collecter et analyser les éléments psychologiques. C'est ça, c'est bien. C'est les éléments psychologiques. Les éléments psychologiques, en quelque sorte, c'est le fond de pensée de la personne à qui on adresse notre guide d'entretien, à qui on pose les questions. C'est ça. C'est collecter et après analyser. Ce n'est pas seulement collecter. Quand on collecte, il faut traiter les éléments collectés. C'est pour cela qu'on parle d'analyser les éléments psychologiques qui permettent de comprendre les faits, les motivations, les comportements des individus. Voilà, on va jusqu'à c'est ça. Bon, quand je rencontre mes amis qui sont en finance, parfois ils disent, bon, je suis dans la finance, c'est quantitatif. Ils disent, mais quand même, c'est parce que vous comprenez pas. Quand on dit la finance, c'est imaginez que quelqu'un, si on travaille sur la finance comportementale, bon, finance comportementale, on va voir quand il y a la météo est de mauvaise augure, la météo, on va dire quand il pleut, il fait froid, il pleut, il fait froid, il y a du vent, ça agit sur le comportement des gens, les gens qui vont investir leur argent aussi. Quand il pleut, il y a des inondations, les banques ne fonctionnent pas. Vous voyez, c'est tout ça. Ces choses-là ne s'expliquent pas par des chiffres. Ça, c'est le comportement des gens, dans le comportement des gens. Ça, c'est la finance comportementale. C'est pareil. Ce sont des notions qui existent. Bon, dans les pays avancés, ils investissent beaucoup d'argent pour mener des recherches, pour prouver des résultats qui permettent aux gens de prendre les bonnes décisions. Alors, c'est pareil, c'est ça. Quand vous menez votre étude qualitative, une étude qualitative quelconque, vous collectez, vous analysez les éléments psychologiques et ça permet de comprendre les faits, ce qui se passe vraiment. Ça permet de comprendre les motivations, ce qui donne envie à la personne de mener telle ou telle action, de passer à l'achat, par exemple, ou bien de contracter un prêt bancaire, ou bien de faire appel à un professionnel. Voilà, ce sont ces motivations. Ou bien un patient qui est malade, qu'est-ce qui motive ce patient? Premièrement, de tenir compte, de prendre conscience qu'il est malade et de faire appel à un médecin ou bien d'aller voir un médecin ou bien d'aller à l'hôpital. Ça, ce sont ces gens-là. Ou bien quelqu'un qui est alcoolique, d'arrêter de consommer de l'alcool. Quelqu'un qui est un fumeur intoxiqué, comment cette personne-là peut arrêter de fumer? Ah, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Vous analysez, vous collectez, après vous analysez. Voilà, voilà. Pour comprendre les faits et les motivations des comportements des individus. Pourquoi on utilise les études qualitatives? On dit, généralement, ça sert au préalable à l'étude quantitative. Parfois, on réalise des études qualitatives pour faire émerger des hypothèses. Ce sont ces hypothèses qu'on va tester dans une étude quantitative. Parce que l'étude qualitative va considérer dans ce cas des natures exploratoires. Bon, c'est une étude de nature, c'est déjà exploratoire. Et l'étude quantitative va être confirmatoire. On va utiliser l'étude qualitative pour explorer, pour comprendre, pour avoir un panorama. Et après, on va chercher à réaliser une étude quantitative pour confirmer ce qu'on a exploré, ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir. C'est comme ça. Elle répond à des questions. Pourquoi? Pourquoi? Ça permet de comprendre les phénomènes étudiés. Voilà, c'est comme ça, bon, personnellement, quand j'ai lu un mémoire de fin d'études, quand j'ai corrigé un mémoire, je regarde déjà la méthode utilisée, la méthode, est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif? Si c'est qualitatif, je vais jouer sur les mots ou bien les vocabulaires ou bien les verbes. Là, le verbe qui est autorisé, c'est le verbe comprendre. Le but, c'est de comprendre.
Si c'était une étude quantitative, le but, c'est de mesurer. C'est ça qui fait la différence. Alors, l'étude qualitative permet de comprendre, ça permet de répondre à la question pourquoi je vois ça, pourquoi c'est ça, pourquoi l'auteur a dit ça, pourquoi l'interviewé a dit ça, pourquoi la personne en face de moi a dit ça, pourquoi j'ai collecté telle information lors de l'entretien. Ça permet de comprendre le phénomène étudié. Si on dit la cigarette provoque le cancer du poumon, je vais essayer de comprendre. C'est pour cela il faut que j'ai fait appel à des spécialistes du cancer du poumon. Vous voyez, j'ai fait des interviews avec ces personnes-là et selon les informations collectées, après, je vais les analyser pour comprendre pourquoi, déjà. Et en profondeur, ça permet d'étudier les motivations et les comportements et non de mesurer. Mesurer, c'est pour l'étude quantitative. Voilà. Par contre, on dit elle ne s'exprime pas en données chiffrées. Ce sont des textes qu'on collecte. Ce sont des textes. Parfois, des symboles aussi. Ça peut arriver. Quand on a une liste de symboles, on présente à la personne pour que la personne puisse se positionner. Ça, vous faites ça souvent. Par exemple, vous êtes sur Facebook. Vous êtes sur Facebook, Instagram et compagnie. Vous êtes sur ces réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un a partagé une information. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez liker. Soit vous likez ou bien vous exprimez vos émotions à partir des emojis, ce qu'on appelle émoticônes dans le langage courant. C'est la même chose. C'est ça. C'est ça. Ce ne sont pas des données chiffrées, mais ce sont des données de comportement, des données comportementales. Voilà. Elles ne s'expriment pas en données chiffrées, mais en tendance et en orientation de l'aliment. Ça permet de voir les tendances, de comprendre. On dit le nombre est restreint des répondants, ça varie de 20 à 80 dans le cadre d'une étude de concept. Une étude de concept, c'est, par exemple, on lance une idée, c'est dans l'innovation. Dans l'innovation, quand on innove quelque chose, c'est pour la première fois, c'est de nouveau, ça demande d'avoir un échantillon plus ou moins large. Un échantillon de personnes à interviewer, bon, on dit ça, c'est 20 à 80. Voilà, 20 à 80 pour une étude de concept. Une étude de concept, c'est quand on lance quelque chose pour la première fois. On ne sait pas, surtout, on va dire, on va lancer un produit sur le marché, on ne sait pas comment les gens vont réagir par rapport à ce produit-là. On va lancer une technologie sur le marché, on ne sait pas comment les utilisateurs vont se comporter. Là, on va voir les différentes catégories d'adoptants, les différentes catégories d'adoptants, à savoir les majorités tardives, précoces, les innovateurs et aussi les spécialistes qui vont tester ces produits-là. Ça, c'est dans ce sens-là, il faut en tenir compte. Mais par contre, si vous faites votre étude déjà sur un domaine qui existe déjà, tout le monde l'utilise, alors là, vous pouvez avoir un échantillon environ 10 à 12 personnes. C'est jouable. Mais par contre, on va avoir un sujet que tout le monde en parle, l'intelligence artificielle, que tout le monde en parle maintenant. Alors là, pour mener une étude sur l'intelligence artificielle dans un pays où la fracture technologique est très avancée, il faut avoir au moins un échantillon de 80 personnes. Si vous prenez 2-3 personnes, et ces personnes-là pourraient vous mentir sans que vous vous rendez compte. Donc, ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Bon, je parle trop aujourd'hui. On avance maintenant. Aujourd'hui, je suis seul. Je n'ai pas Émilie avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Bon, on va avancer. Je ne vais pas déborder aussi par rapport à ça. Les caractéristiques, hein, déjà, ça permet de voir, de comprendre les raisons d'un changement ou bien d'une évolution, ou bien d'un comportement quelconque. C'est comme ça. Et ça permet d'identifier les variables explicatives. Les variables explicatives, ce sont les variables qui expliquent un phénomène. Par exemple, quelqu'un on voit la personne arrive sur la table, la personne mange avant tout le monde. La personne, on va dire en termes d'éducation, mais cette personne-là n'est pas sociable. Mais par contre, quelle raison? Pourquoi la personne mange avant tout le monde, n'attend même pas les gens prient avant, hein, dépendamment de la culture, prient avant de consommer. Alors là, on va poser la question, peut-être cette personne-là, depuis quand la personne n'a pas mangé, la personne avait une faim de loup, déjà, ou bien la personne va partir,
aussi, va nous laisser, va partir, etc. Autant de critères. Ce sont des raisons, ces raisons-là qu'on cherche à mettre en avant. Vous vous rappelez quand on avait parlé d'une hypothèse, une hypothèse, c'est une relation de cause à effet. C'est ça, on cherche les causes. Les causes sont les raisons. Les raisons. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, identifier les variables explicatives. On avait déjà parlé. Quand j'ai pris l'exemple de la personne va partir, la personne a une faim de loup, ou bien la personne n'a pas mangé depuis un certain temps, ou bien la personne avait vraiment faim. Ça, ce sont les variables explicatives. Trouver et comprendre les freins et les motivations. Les freins et les motivations, ça, on voit ça souvent. Quand on travaille dans une entreprise, s'il y a un changement, le directeur change, on a un nouveau chef qui arrive, là aussi, il n'y a pas de réticence. Ou bien un salarié, on a recruté, un employé, on a recruté qui arrive pour la première fois dans une nouvelle équipe, dans une équipe, bon, qui arrive, c'est là, le nouveau qui arrive dans l'équipe, le nouveau n'est pas tellement bien apprécié. Il va y avoir des freins et des motivations. Il faut jouer sur ces deux forces pour pouvoir trouver la cohésion. C'est ça. C'est ça qu'on cherche à savoir. Par exemple, je crois qu'il y a une amie ou bien parmi nous qui travaille sur la consommation de l'alcool chez les jeunes. Là, on va voir les freins. Les freins. Qu'est-ce qui peut empêcher ces jeunes de continuer à boire? C'est peut-être pendant qu'ils étaient bourrés, ils avaient bu dans une fête quelconque, en rentrant chez eux, ils ont été attaqués par des gens, ou bien dans leur voiture, il y a eu un accident. Bon, ça peut dire, bon, il faut que j'arrête de boire. Les gens vont dire ça quand même. Ça, ce sont les éléments. Alors, tous ces éléments-là, quand on parle des freins et des motivations, tous ces éléments-là, vous ajoutez ces éléments dans votre guide d'entretien, dans votre instrument. Si c'était l'étude quantitative, on allait dire, dans votre questionnaire. Ce sont ces éléments-là que vous ajoutez. Ce sont les véritables freins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Trouver une explication à une attitude. Quand on parle de l'attitude, c'est quel comportement quelqu'un exprime. Voilà, c'est le comportement que la personne exprime, c'est son attitude. Son attitude. Pour voir quelqu'un qui est arrogant, déjà, quelqu'un qui est arrogant dans la société, la première question qu'on pose, on va dire, cette personne-là, pourquoi elle est arrogante? Pourquoi elle est arrogante? Est-ce que c'est un problème de l'éducation familiale? C'est la première chose qu'on pose. C'est ça. L'éducation familiale, ou bien cette personne-là ne connaît pas les valeurs sociales au sein d'une société. Bon, si on revient toujours avec les hommes politiques de nos jours, dans le monde entier, on trouve que c'est presque tous des arrogants qui fonctionnent en marge avec la société, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres, et puis bon, c'est juste une crédit qu'ils ont. Ils ont une crédit social que les autres n'ont pas. Crédit social parce qu'ils sont bien entourés. Bon, voilà, ça c'est l'exemple. On cherche toujours la cause. La cause. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi telle personne se comporte de cette façon-là? Pourquoi telle expérience, j'ai même telle expérience, j'ai seulement ce résultat? Voilà, c'est comme ça. D'accord? Et pourquoi, bon, si on va voir dans le domaine plutôt agricole, pourquoi de nos jours, on va dire que les terres sont polluées? Parce que toutes les terres, surtout dans les pays occidentaux, toutes les terres sont polluées avec des produits chimiques. Pourquoi? Parce que dans les années, on appelle ça les 30 glorieuses, entre 1945 et 1970, 1975, ils pensent qu'il faut qu'ils cultivent et pour vendre les surplus de production à des pays qu'ils classent, qu'ils qualifient de pays pauvres. C'est comme ça. C'est là qu'ils avaient utilisé engrais à outrance. C'est pour l'une des raisons, on voit dans ces pays riches, le taux de cancer, ça explose. Les taux d'obésité, ça explose. Voilà, si vous arrivez aux États-Unis, par exemple, vous voyez des gens qui sont tellement énormes, qui pèsent jusqu'à 200 kilos, on va dire, 200 kilos multiplié par 2,8, environ 500 livres. 500 livres. Alors, des gens qui pèsent ces poids-là, là, il faut poser la question, pourquoi? C'est parce qu'on consomme des produits chimiques et quand ça arrive dans l'organisme, ça crée des désordres, ça crée des dysfonctionnements hormonaux. C'est ça aussi, c'est tout ça, il faut poser la question. Voilà. C'est connaître l'ensemble des raisons qui poussent un consommateur ou bien une personne ou bien un utilisateur ou bien un patient. Ça, c'est dépendamment de votre secteur. Un patient ou bien si vous êtes dans le domaine de l'éducation,
un enseignant ou bien un élève a agi de telle ou telle façon. Ça, c'est le rôle de l'étude qualitative, le but de l'étude qualitative. Alors, comme autre caractéristique, hein, pourquoi on réalise une étude qualitative? La première chose, c'est pour comprendre. La deuxième chose, c'est pour explorer, comprendre et explorer. On va voir ça quand on va arriver au niveau des résultats. Ça permet d'identifier les dimensions d'un problème. Les dimensions d'un problème. La dimension d'un problème, quand on parle des dimensions, on a parlé de ça là, quand on a formulé les hypothèses. Les dimensions d'une hypothèse, ce sont les éléments qui sont parfois synonymes. Si on a mal de tête, on va voir quelqu'un qui est malade. La maladie, c'est synonyme. Maladie, mal de tête, c'est synonyme. Migraine, c'est synonyme. Vous voyez, ce sont les dimensions. Les dimensions. Et ça permet de formuler des hypothèses si, bien sûr, si on va mener une étude quantitative après. Mais on formule toujours des hypothèses. C'est apprendre un vocabulaire du métier, du secteur, parce que c'est quand on fait des interviews avec des professionnels du secteur. Quand on fait des interviews avec des professionnels du secteur, on va s'approprier, on va apprendre les vocabulaires du métier ou bien du secteur. Bon, on va voir les différents types, les différentes techniques hein, plutôt d'études qualitatives. Parmi les différentes techniques qui existent, hein, on a les techniques individuelles, les techniques de groupe et les techniques associatives qui existent déjà. Mais bon, les techniques associatives, c'est très différent. En fait, ces techniques-là, c'est plutôt pour des études particulières. Par exemple, l'associative, c'est surtout quand on travaille sur des concepts globaux ou bien des concepts de collectivité. On travaille, on utilise des techniques associatives. Associatives, on va voir surtout au niveau, on prend souvent l'exemple des toilettes au niveau des aéroports, les toilettes au niveau des gares, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes dans une gare, il y a plusieurs personnes qui rentrent, hein, qui passent, qui rentrent, il y a les chauffeurs, les, chauffeurs, les conducteurs, il y a aussi les utilisateurs, les passagers, tout ça. Voilà, fait partie de l'équipe, sans oublier hein, les personnes qui travaillent dans l'environnement. Tout ça, ça concerne hein, ces techniques-là. Bon, on ne va pas en parler. On dit c'est technique projective. Hein. Technique projective, c'est la projection qu'on fait par rapport à ça. Par exemple, si on dit, bon, pour une toilette publique, hein, euh, une toilette publique, c'est quoi la propriété? Quelle projection qu'on fait par rapport à la propriété? On va dire il faut que ça ne soit pas sale, c'est bien entretenu, il faut qu'il y ait un nettoyage combien de fois par jour, et puis il faut qu'il y ait de l'eau aussi, tout ça, vous voyez? Ce sont les projections qu'on fait. On fait des projections, des techniques projectives. Ou bien on donne des phrases à compléter. Ça encore, c'est quand on teste des concepts, hein, on peut arriver à faire ce genre de choses. Des techniques de bande dessinée, on dit des techniques de chapeau chinois aussi qui existent. Bon, c'est autant de techniques qui existent, on ne va pas en parler parce qu'on utilise rarement ces techniques-là. Mais les techniques qui sont beaucoup plus utilisées, c'est individuel et technique de groupe. Parmi les techniques individuelles, il y a l'entretien les entretiens en profondeur. Les entretiens en profondeur, c'est quand on a une liste de thèmes. On a une liste de thèmes. On est en présence d'un expert. On sait que la personne sait ce qu'elle dit. On peut poser la question. On demande à la personne, je travaille sur tel thème. Que pensez-vous? Et puis, on laisse la personne parler. On ne cherche pas à couper la parole dans la bouche de la personne. Et après, on est là pour écouter, pour prendre des notes. C'est ça. Et quand la personne termine de parler du thème, on enchaîne avec un autre thème et puis ça continue. Voilà. Ça, c'est important. On appelle ça entretien en profondeur qui existe. Il y a aussi les observations simples et les observations complexes hein, aussi. Les observations, c'est on observe ce qui se passe. Hein. Là, dans l'observation, il y a deux types d'observation. Il y a l'observation participative et la participation observante. L'observation participative, alors, pour comprendre comment ça fonctionne, vous cherchez votre carte de membre. Si vous êtes dans un milieu, par exemple, pour comprendre comment un sport fonctionne, il faut avoir votre carte de membre d'un club. Comme ça, vous allez rentrer, vous allez faire partie du club pour voir comment ça fonctionne. C'est ça, c'est vous observez, vous prenez des notes, vous observez, mais vous participez aussi.
Voilà. L'exemple, on prend souvent le milieu de la boxe pour comprendre comment ça fonctionne. Il faut être membre d'un club de boxe. Et voilà, il faut monter sur les rings. Il faut aussi avoir des gants pour prendre des coups, pour savoir comment le sportif se ressent en prenant un coup. Tout ça. Ça, c'est ça. Alors, c'est pareil. On voit, il y a une tendance, on appelle ça des experts de plateau, on trouve ça souvent, c'est dans tous les pays, c'est comme ça, on trouve ces gens de clients, on appelle des experts de plateau, qui arrivent sur les plateaux pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas. Qu'ils ne maîtrisent même pas. Je vois des personnes qui sont dans un pays quelconque, sont en train d'expliquer comment ça fonctionne dans tel pays, et pourtant, ils n'ont jamais mis les pieds. Je me rappelle quelqu'un qui me parlait pendant le Covid, qui dit, bon, ouais, en France, les gens prennent des médicaments pour les animaux, pour se traiter au Covid. Mais bon, quand j'ai entendu ça, il dit, mais cette personne-là marche sur la tête. C'est pas comme ça marche déjà. Voilà. Il faut faire partir déjà de l'espace pour comprendre comment ça fonctionne. Observation simple, hein. On observe déjà, on prend des notes, on parle pas, on participe pas. L'observation complexe, c'est quand on fait soit participation observante, on participe pour comprendre, ou bien l'observation participative, ou bien vous participez dans un événement quelconque pour comprendre comment le milieu fonctionne, pour comprendre comment les fans du sport se comportent, il faut aller au stade. Il faut aller au stade, comme ça, vous prenez des notes, vous notez. C'est ça, c'est l'observation participative. La participation observante, c'est différent. Vous prenez part. Vous prenez part, c'est pour voir les ressentis. Après, il y a les techniques de groupe, hein, les groupes de discussion, les focus group hein, qui sont différents. Les focus group, bon, c'est quand c'est vous animez les focus group. Vous faites partie de l'équipe, vous animez, vous êtes l'animateur ou bien vous payez quelqu'un pour animer. Vous posez des questions, comme ça vous prenez des notes. Mais les groupes de discussion, euh, vous participez dans ces groupes-là. Parfois, vous ne posez pas de questions, vous êtes là juste pour prendre des notes. Je me rappelle une collègue qui avait travaillé sur, euh, sur le fonctionnement, le fonctionnement de la voix unique au niveau des syndicats. Voilà, la personne a assisté, ouais, c'était plutôt les syndicats des anciens travailleurs des mines en France, hein, des mines qui sont originaires de la Pologne. Ces syndicats-là, comment les gens se comportent pour avoir une voix unique pour porter cette voix-là auprès de l'Assemblée nationale. Elle a participé, elle a pris des notes, elle a écouté. Voilà, ça c'est l'étude de comportement qui donne ça, surtout en psychologie sociale. C'est plutôt de la psychologie sociale qui a été développée dans les années 70 par Devreux qui permet de comprendre ça. C'est pareil, hein, si vous voyez, vous travaillez sur les échecs scolaires, parfois, c'est pas c'est pas, ce n'est pas l'influence des parents, peut-être, ça peut arriver que ou bien l'élève ne se sent pas bien, ne se sent pas dans sa peau, ou bien la méthode d'apprentissage n'est pas appropriée à l'élève aussi. C'est pour cela, on voit dans les pays avancés, il y a plusieurs classes, il y a des classes pour les personnes qui ont des difficultés, pour les accompagner à progresser. On voit ces personnes-là, ne se redoublent jamais. Les personnes-là ne se redoublent jamais. On fait en sorte que ces personnes passent en année supérieure. On met une pédagogie adaptée par rapport à cette personne-là. Si cette personne-là est bon en dessin, on va faire en sorte que cette personne-là soit un bon dessinateur. On va propulser, faire progresser. Cette personne-là aime chanter, pareil. Cette personne-là va progresser. Ça, c'est comme ça, le fonctionnement de la société. Il n'y a pas d'exclusion. Voilà, c'est pareil. C'est comme ça, quand on parle du groupe de discussion, c'est tous ces facteurs-là qu'on a pris comme exemple. Bon, OK. On a tout parlé. On va passer à la pratique, hein. On va voir ça plus intéressant. Entretien individuel. Entretien individuel, ça peut dérouler dans n'importe quel lieu. Pour comprendre comment ça fonctionne, l'entretien individuel, essayez de suivre comment ça se passe dans les émissions d'opinion. Les émissions d'opinion ou bien les émissions qu'il y a un invité à la télé. Parfois, on dit on cuisine la personne, c'est juste on pose des questions à la personne. Mais attention, ça dépend. Ça dépend, ça peut dérailler. Donc voilà, on a trois types d'entretien. On a d'entretien non directif ou libre. C'est basé sur le principe
de la psychanalyse, à savoir que on pose des questions à la personne, on écoute la personne parler. C'est comme si vous allez chez un psychologue pour un problème quelconque. Quand vous arrivez, le psychologue vous pose deux, trois questions et vous faites que parler. Le psychologue n'intervient pas. Il est là juste, il prend des notes. C'est ça, cette technique-là, l'entretien non directif ou libre. Et cette technique-là, c'est beaucoup plus conseillé quand vous travaillez, quand vous êtes en présence des personnes qui sont professionnelles dans ce domaine, dans le domaine que vous menez des études. Si vous menez une étude dans le domaine médical, vous êtes en face de vous des médecins, c'est cette technique-là qu'il faut utiliser. La technique d'entretien non directif ou libre. C'est cette technique-là qu'il faut utiliser. C'est pareil si vous menez votre étude dans le domaine du sport, vous êtes en présence des entraîneurs, c'est cette technique-là qu'il faut utiliser. Ou bien des sportifs, c'est cette technique-là qu'il faut utiliser. Et puis, il y a l'entretien semi-directif, très utilisé en études de gestion et sciences sociales, c'est ça. Beaucoup plus en sciences sociales, quand on dit gestion, sciences sociales, c'est la même chose. En sociologie, en droit, en, en éducation, c'est pareil, c'est cette technique-là qu'on utilise. Méfiez-vous, malgré on a mentionné ces études dans sciences molles, on appelle des sciences molles, on utilise aussi cette technique en sciences dures aussi. J'ai une étudiante qui travaille sur l'utilisation de l'IA, pour prédire cette technique-là, on appelle ça technique l'IA prédictive, pour prédire quand les gens vont avoir besoin plus de consommation d'énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille chez EDF, qui prédit quand les gens vont avoir plus de besoin d'énergie. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de voir. Voilà. Comment elle fait? Elle met son protocole en place. Elle cherche à interviewer les directeurs d'agences qui distribuent de l'énergie en France. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est technique semi-directive. Même si on travaille dans les sciences dures, mais on peut faire appel également, dépendamment de ce qu'on cherche. Voilà. Et puis, il y a l'entretien individuel directif. Ça, ce n'est pas conseillé. Mais de nos jours, c'est cette tendance-là. On voit, c'est comme une sorte d'interrogatoire quand on voit les journalistes, surtout les journalistes d'extrême droite ou bien de droite, qui cherchent à questionner des personnes de gauche généralement, ils cherchent à abuser. Cette technique-là est utilisée beaucoup plus en interrogatoire de criminel, interrogatoire criminel ou bien pénitentiaire. C'est ça. OK, bon, voilà. Individuel en profondeur, ça permet d'explorer un discours. Il y a peu de questions. La libre parole est attribuée aux enquêtés. Il y a aussi les répétitions. Ce qu'on note, ce sont les répétitions, les mots qui se répètent dans le discours, les gestes que la personne fait. Par exemple, vous posez une question et la personne fait comme ça, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien la personne cligne des yeux, ou bien la personne secoue sa tête et hoche sa tête, ça c'est important, il faut tenir compte de ça. La personne fait des silences aussi, prend des pauses avant de répondre. La personne peut passer 10, 15, voire 20 secondes sans répondre. Il y a des personnes qui peuvent prendre 3 minutes sans répondre. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. Si vous voyez que la personne ne répond pas, et attendez, peut-être la personne réfléchit. Alors, c'est tout ça, c'est important. Les lapsus, les silences sont très, très, très importants. Ce sont des éléments, des informations supplémentaires qu'il faut tenir compte dans les techniques d'entretien. Alors, ce n'est pas seulement quand vous faites l'interview entretien en profondeur. Même si vous faites l'entretien semi-directif, c'est important de tenir compte des répétitions, les gestes, les silences et les lapsus. Les répétitions sont plus importantes parce que les répétitions vous donnent ce qu'on appelle les fréquences d'apparition. Les fréquences d'apparition que vous pouvez utiliser pour faire des statistiques derrière. Bien que je vous ai dit, qualitatif, il n'y a pas de chiffres, mais on peut transformer des verbes ou bien des vocabulaires en des chiffres. Et puis, on cherche à comprendre le sens réel des mots que vous allez voir, surtout dans l'analyse des données.
Voilà, bon, ça, on avait déjà parlé. On dit pour réaliser ce travail, il faut muni d'un guide d'entretien. On va voir comment ça se déroule. Déroulement de l'entretien. Parce que c'est important pour tout le monde. Bon, alors, bon, comme je n'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas Émilie qui va m'en dire il faut avancer. Bon, je regarde quand même les questions qui se posent, hein. Tout ça, c'est important. Et puis, bon, je vois beaucoup de personnes sont travaillées. Hugo, c'est ça, c'est Hugo Fontus, bon travail, c'est important. On avance. Alors, le déroulement de l'entretien. On voit comment ça se déroule. Vous voyez, c'est le déroulement de l'entretien, c'est deux personnes. Qu'est-ce que vous voyez là? On voit, il y a un environnement, on voit des personnes qui discutent. Bon, on voit sur la table, il y a une bouteille, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, c'est soit de l'eau ou bien d'une boisson quelconque, d'un breuvage, on ne sait pas. Alors, dans l'entretien, déjà, la première chose qu'on vous dit, vous arrivez sur le lieu, vous observez toujours. Vous prenez pas mal de notes. Ça dépend du lieu. Parfois, vous faites ça en public, sur une place publique quelconque, ou bien vous faites ça dans un café, un restaurant. Il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes, les lieux. Ou bien la personne vous reçoit la personne vous reçoit dans son milieu professionnel, dans l'endroit où il travaille. Ou bien la personne vous reçoit chez elle. Aussi, ça peut arriver. Tout ça, vous prenez des notes. Vous prenez des notes. Ça, c'est important. Et pendant que la personne vous reçoit pour vous écouter, est-ce que la personne a de la musique? Est-ce que la personne était contente? Est-ce que la personne sourit, est souriante? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Et est-ce que la personne vous dit, ah, je n'ai pas assez de temps? Ouais, tout ça, il faut noter ça parce que c'est important. C'est ça qui donne une portée scientifique dans votre travail. Là, on a de la curiosité d'une part. Prêtez attention, toute votre attention à la personne. Et autre chose, on vous a dit pour l'entretien, avant même d'aller interviewer la personne, la veille, vous dites à la personne que vous allez enregistrer. C'est ça. Il faut que vous vous mettez d'accord avec la personne avant même l'entretien parce que vous ne pouvez pas tout noter. Quand on dit il faut écrire, il faut prendre des notes, vous prenez juste des informations, peut-être pour faire des relances, oui, ça peut arriver. Mais tout noter, vous ne pouvez pas tout noter. C'est pour cela qu'il faut que vous ayez toujours un dictaphone. Bon, maintenant, avec les téléphones intelligents, n'importe qui peut enregistrer. Vous pouvez enregistrer avec votre téléphone et à partir de votre téléphone, ça vous facilite la transcription de votre entretien. Ça vous facilite la transcription rapidement. Et puis maintenant, il y a pas mal de logiciels qui vous permettent de faire ce travail. Mais par contre, hein, et vous pouvez faire cette transcription en écoutant et puis vous notez et puis ça passe très très bien. Ça prend du temps, par contre, ça prend du temps. N'hésitez pas à sous-traiter cette partie, de faire appel à quelqu'un pour vous aider à faire la transcription ou retranscription comme vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est important. On dit toujours penser à l'enregistrement de l'entretien. Avant même que vous arriviez sur le terrain, avant même le jour de l'entretien avec la personne, vous dites à la personne, vous allez enregistrer parce que c'est important pour vous. C'est dans le cadre de votre étude. C'est une étude que vous menez et après, et la personne a les droits de rétracter, de récupérer tout ce que la personne a dit. Il faut dire à la personne, ça va rester confidentiel. Bon, quel que soit le pays, la loi protège les gens sur ça. Bon, quand on va dire pour l'entretien, on va enregistrer l'entretien sur un support technologique. Bon, là, il faut qu'il y ait la loi informatique du pays qui intervient. S'il y a un pays qui n'a pas de loi informatique, bon, ça quand même, il y a, et le Code civil protège la personne quand même. Le pays qui n'a pas encore de loi informatique, il y a le Code civil. Le Code civil protège la personne parce que ça parle de la liberté individuelle. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est important. C'est juste l'entretien, c'est pour, dans le cadre de votre étude, oui. C'est pareil, on voit maintenant des gens qui s'amusent à mettre les informations des gens ou bien la voix des gens sur les réseaux sociaux ou bien partout. Ces gens-là, parfois, ils encourent pas mal de risques sans savoir. Parce que c'est vrai, dans un pays, il peut y arriver qu'il n'y a pas de loi informatique. Mais par contre, il y a le Code civil. Le Code civil, c'est pour protéger la liberté individuelle. Ça, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut jamais jouer avec ça. Voilà, ça c'est important. Bon, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que c'est important. Vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un.
sans tenir compte de ces lois-là. Bon, en Europe, on a le RGPD, et puis il y a d'autres lois, des fondements du pays, de l'État que vous trouvez dans le monde entier. Alors, le déroulement de l'entretien, c'est toujours en 4 phases. Comment ça se déroule? En 4 phases. Parmi les 4 phases, il y a une première phase qu'on appelle l'introduction, une seconde phase qu'on appelle phase de centrage, une troisième phase, c'est la phase de relance, ou qu'on appelle approfondissement, et une dernière phase qui c'est la phase de conclusion. Voilà, ces 4 phases, il ne faut jamais oublier pour un entretien. Ces 4 phases. La première phase, c'est la phase d'introduction. On dit dans la phase d'introduction, c'est là que l'interviewé, en quelque sorte, vous cherchez à créer un climat de confiance avec la personne en face de vous, avec la personne à enquêter. Un climat de confiance. Voilà. Et ces informations échangées ne sont jamais retenues. Ce ne sont jamais retenues parce que parfois on parle de manière globale. On échange, comme on dit, on cherche à mettre la personne au parfum. Par exemple, on dit, nous allons parler de produits éco-responsables. Comment réagissez-vous quand les personnes de votre entourage, c'est quoi vos amis, un membre de famille, abordent ce sujet? Voilà. Comme ça, essayez de mettre la personne en confiance. Par exemple, si vous travaillez sur les IA, les intelligences artificielles, c'est pareil. Si vous travaillez sur la corruption, je crois qu'il y a des sujets qui sont sur la corruption, voilà, pareil. Si vous travaillez sur les audits, c'est pareil. Si vous travaillez sur les contrôles de gestion, pareil. Si vous travaillez sur les échecs scolaires, pareil. Voilà. Il suffit que comme ça, vous mettez la personne en confiance. Comme ça, la personne sait quel genre de questions qu'on va parler, de quoi on va aborder. Et puis, il y a la phase de centrage du sujet. C'est là que vous commencez vraiment à concentrer sur le sujet. Vous commencez à concentrer sur le sujet. C'est la deuxième phase. Bon, ça peut arriver dans l'ordre de la première phase. Hein, si vous pouvez même enregistrer. Vous pouvez même enregistrer ces informations. Peut-être ça pourrait donner une information supplémentaire. Mais par contre, c'est dans la phase de centrage là qu'il faut vraiment enregistrer. Phase de centrage. Vous vous concentrez sur votre sujet. Et là, vous vous concentrez sur des questions qui concernent vos hypothèses. Vous posez des questions sur vos hypothèses. C'est là que vous rentrez d'emblée dans votre travail. Voilà, ça c'est important. Voilà. C'est pour cela on vous conseille toujours d'utiliser des questions ouvertes. Par exemple, racontez-moi vos dernières vacances d'été. Supposez que vous gagnez une semaine en voyage organisé avec Pierre et Vacances. Comment réagissez-vous? Bon, voilà, réagiriez-vous? Alors là encore, vous voyez, dans la formulation, c'est beaucoup plus conseillé le conditionnel. Le conditionnel, ça marque 2 choses. Ça marque déjà du respect pour l'interlocuteur, déjà, du respect pour l'interlocuteur, et ça marque déjà que une façon que vous cherchez l'avis de la personne. C'est son point de vue qui compte. Quel que soit ça la personne vous dit, c'est important. Quel que soit ça la personne raconte, c'est important. Ça peut arriver, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, moi, je ne maîtrise rien, là, je ne peux pas intervenir. Il faut rassurer à la personne qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est seulement votre avis qui compte. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ça, il faut marteler ça dans la tête de la personne. Voilà. Alors, ça, ce sont les 2 premières phases. Et il y a la troisième phase qu'on appelle phase d'approfondissement. Alors, si quand vous avez posé les questions précédemment, vous voyez que la personne vous a répondu, mais vous n'êtes pas satisfait vous n'êtes pas satisfait des réponses apportées par la personne, vous pouvez revenir sur ces points-là. Vous pouvez revenir sur ces points-là pour relancer la personne. C'est ça. On appelle ça la phase d'approfondissement. Voilà. On voit ou bien la personne est passée trop hâtivement ou bien trop rapidement sur la question posée. Vous pouvez revenir déjà. Ça permet déjà de clarifier tous les thèmes. Pourquoi on parle des thèmes? Parce que
dans le guide d'entretien, quand on fait l'entretien, on a des grands thèmes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de travailler avec des journalistes ou bien de passer dans une émission avec un journaliste respectueux, bien sûr, hein, très respecté, qui prépare vraiment son entretien, qui prépare vraiment son entretien avec une liste de thèmes à aborder. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des grands thèmes. On met des grands thèmes et on décompose à l'intérieur de chaque thème, on met quelques questions à poser pour éclaircir et des questions toujours ouvertes. Voilà. Alors, pour la phase d'approfondissement, on cherche à relancer la personne. Vous voyez comment on pose la question. Essayez de vous bon, c'est pas vous abaisser. Essayez d'être humble déjà, d'être humble quand vous allez poser cette question. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous détestez les émissions de téléachat. Si je comprends bien, vous n'aimez pas les techniques de vente qu'elles pratiquent. Alors là, c'est pareil. C'est pareil, hein. Là, c'est la technique de Jean-Jacques Boudin, vous tapez sur Internet Jean-Jacques Boudin, vous allez trouver pas mal de vidéos de lui, comment il pose des questions quand il a un invité en face de lui. Ça, c'est la technique de Jean-Léopold Dominique aussi, hein. Si vous trouvez sur ses archives, c'est comme ça qu'il pose la question, déjà quand il a un invité en face de lui. Alors, c'est comme ça, on apprend. Cette technique, c'est la vraie technique journalistique, la phase d'approfondissement. C'est comment essayer de reprendre, hein, reprendre deux ou trois mots que la personne avait mentionnés dans son discours, et puis essayer de vous faire passer pour l'imbécile, en quelque sorte, vous dire, si je comprends bien, vous dites que ça signifie que je n'ai pas bien compris, hein. Si je comprends bien, vous n'aimiez pas les techniques de vente qu'elle pratique. Voilà, vous faites parler à la personne. Si la façon que vous posez cette question, la personne va répondre, mais non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, comme ça, la personne apporte de la précision pour vous. Vous trouvez cette précision gratuitement. Vous voyez? Voilà, ça c'est important. Après, on a un autre exemple, etc., etc. Et puis, on termine la dernière phase, hein, c'est la phase conclusion. Ça permet de ramener l'enquêté à la réalité. Voilà, c'est là qu'on essaie de collecter des informations qui sont plus ou moins personnelles ou intimes à la personne. Les informations sur la CSP, qui c'est catégorie socio-professionnelle. Là, la personne va parler de son emploi, son travail, son salaire, son éducation, sa religion, vous voyez, sa tranche d'âge, bon, l'âge, son âge aussi. Voilà, c'est parce qu'on a passé un moment intéressant. Là, encore, je vous ordonne, bon, je vous suggère plutôt, toujours utiliser des questions ouvertes, pas des questions fermées. Les questions de sorte, qu'est-ce que, quelles sont, quelle est, pourquoi. Ça, c'est très agressif quand vous posez ce genre de questions et vous n'aurez pas des réponses appropriées. Vous voyez, vous n'aurez pas la bonne réponse. C'est cette technique-là qu'on utilise, les techniques qu'on utilise en psychologie sociale et puis en sociologie. Ce sont ces mêmes genres de questions. Et dans la vraie journaliste, ce sont ces genres de questions qu'on pose. C'est de cette manière-là qu'on pose les questions. Et puis, un vrai journaliste prépare toujours ces genres de choses. Voilà, après aussi, et pour terminer, on a des questions qui sont d'ordre global, hein. Voilà, on a seulement 4 phases: l'introduction, centrage, approfondissement et conclusion. Ça, il ne faut jamais oublier que l'entretien, c'est toujours en 4 phases. L'entretien, ou bien on peut appeler ça interview, etc. Et ce qu'on vient de parler là, c'est pour les techniques, quelles que soient les techniques d'enquête que vous menez. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Bon, là, on parle pour le monde académique, mais le monde professionnel, c'est pareil. C'est pareil. Déjà, là, si vous trouvez un petit boulot d'enquête, là, vous pouvez aller faire une enquête en face à face. Bien sûr, une enquête en face à face, vous pouvez aller faire. Vous avez les 4 phases. Vous aurez les documents, ne vous inquiétez pas, je ne garde pas pour moi. Voilà, c'est ça. Et puis, on a parlé des relances. Les relances, c'est pour la phase d'approfondissement. La phase d'approfondissement, c'est important. Il faut mener des relances. Il y a des relances simples, relances différées et relances interprétatives. Il y a 3 types de relances.
quand vous menez les entretiens. Et ces relances-là, pour vraiment détecter le niveau de professionnalisme d'un journaliste, son niveau de professionnalisme, essayez de voir les émissions en face à face. Les émissions et entrevues en face à face pour les entretiens ou bien entrevues en face à face pour voir quel type de questions, quel type de relance. Mais les relances sont plus importantes que les questions. Les questions, ça permet, oui, de faire parler la personne. Et les relances sont là pour faire parler encore plus la personne pour avoir la vérité. C'est pour ces trois types de relances qu'on a, les relances simples, les relances différées et les relances interprétatives. Les relances simples, ça peut encourager le répondant à répondre. Ça encourage la personne à répondre. Par exemple, pour les relances simples, on peut reprendre 2 à 3 mots, 2 à 3 derniers mots de l'interviewé et laisser la phrase en suspens. Voilà. Ça, c'est important. Et la personne parle et on voit la personne arrive à un moment, la personne bloque, vous prenez les 2 à 3 mots et ça, c'est psychologique. Ça réactive les neurones, c'est automatiquement la personne continue dans son discours. On appelle ça des relances simples. Des relances simples. Et puis, des relances différées, ça permet de revenir sur des points abordés trop rapidement. Des relances différées. C'est ça. Vous dites tout à l'heure, vous m'avez dit, parce que c'est les points abordés trop rapidement, c'est au niveau d'un thème, parce que vous avez votre grille d'analyse, vous avez votre guide d'entretien, vous avez un ensemble de thèmes. Si vous avez 4 thèmes, vous passez vos 4 thèmes. Vous avez 3, vous passez les thèmes. Un après l'autre. Une fois que vous terminez, c'est là que vous faites votre phase d'approfondissement. Ça vous permet d'approfondir votre discours, ça vous permet d'approfondir votre collecte de données. Et c'est là que vous faites ces genres de relances. Vous dites, par exemple, tout à l'heure, vous m'avez dit, etc., etc. Vous m'avez dit que vous n'aimez pas ça. Tout à l'heure, vous m'avez dit que tel résultat est produit par telle expérience. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous n'aimez pas aller au cinéma, par exemple. Vous voyez? C'est tout ça. Relancez la personne. Ça, quelle que soit la langue que vous utilisez, c'est vous vous adaptez. Voilà. On dit ça permet de reprendre 4 à 5 mots de la personne. Et la relance simple, vous prenez 2 à 3 derniers mots et la relance différée, c'est après, bon, parce que c'est quand on arrive dans la phase d'approfondissement, on prend 4 à 5 mots et puis vous argumentez. Vous dites tout à l'heure, vous m'avez dit, après vous revenez 4 à 5 mots. Voilà, ça permet d'encourager la personne à répondre et de vous donner la vérité. Et la relance interprétative, ça permet de clôturer un thème. Si vous avez dans votre guide d'entretien 3 thèmes, vous voulez vraiment terminer pour atteindre ce qu'on appelle le niveau de saturation dans les réponses, vous prenez environ, vous faites la clôture du thème, comme ça, vous faites la relance interprétative. Interprétative, par exemple, vous dites, si je vous comprends bien, pour vous, tout se passe comme si. Voilà. La personne va vous donner la vérité, c'est pour avoir la vérité. C'est pour avoir la vérité. On reprend, les relances simples, c'est pour encourager le répondant à répondre. Les relances différées, ça peut pour avoir des éclaircissements sur, par éclaircissement, pour avoir des réponses plus appropriées sur un thème. Et les relances interprétatives pour clôturer sur un thème, pour terminer sur un thème. Voilà. Ce sont ces 3 types de relances qu'on rencontre. Essayez de suivre, vous-même, essayez de suivre comment les journalistes qui font des interviews, comment ces journalistes relancent les interviews. Et là, vous allez donner des points à ces journalistes pour aussi de détecter ces types de relances. S'il n'y a pas de relance, on voit que c'est la question que la personne cherche à faire démentir l'autre ou bien faire dire des choses que la personne ne devrait même pas dire. Alors là, c'est un peu malhonnête. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis bon, voilà, si on prend l'exemple des 2 guerres qu'il y a dans le monde maintenant, que tout le monde en parle. C'est quand on regarde ce qui se passe entre les journalistes et les experts, les vrais experts, je parle, les vrais experts qui connaissent les sujets, on voit c'est du n'importe quoi. On voit c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on a terminé avec relance. Les relances, ça c'est
c'est bon, hein. Bon, voilà, on va pas passer, bon, là, disait technique semi-directif. Bon, là, cette histoire de durée, tout ça, je parle pas parce que c'est pas important. C'est pas important dépendamment de la personne que vous ayez en face de vous. On voit de 30 minutes à 1 heure. Non, c'est pas 30 minutes à 1 heure, ça dépend. On peut prendre plus qu'1 heure ou bien on peut prendre moins de 30 minutes aussi. Ça dépend. Il suffit que vous ayez votre guide d'entretien en présence et vous l'utilisez. D'accord? Voilà, c'est ça, on passe pas dessus. Voilà. Les techniques directives que je vous déconseille si vous travaillez pas dans la criminalité, vous travaillez pas dans la police, il faut pas utiliser ces techniques-là. C'est des techniques qui s'apparentent aux techniques d'interrogatoire. On a une liste de questions, on pose des questions, la personne doit répondre directement. C'est pas oui ou pas non. Eh bien, la personne doit donner la précision vite et on passe à autre chose. Et si la personne doit réaliser un certain nombre de quotas de réponses, hein, si la personne est à côté et puis la personne est incarcérée ou bien la personne est en dehors du cadre. Voilà. Alors, cette technique-là, on dit ça s'éloigne des techniques qualitatives. Voilà, on dit ça s'approche plutôt des techniques quantitatives. C'est parce qu'on a des questions qui sont généralement fermées. Ce sont des questions fermées. On dit ça, c'est peu utilisé car elle fait référence aux techniques d'interrogatoire policière. Voilà, cette technique-là, des techniques individuelles, directives. Hein. Voilà, on pose la question, la personne doit répondre. La personne ne doit pas marmotter quand elle répond. Cette technique-là. Ce n'est pas conseillé. Après, on avait parlé de la méthode d'observation. La méthode d'observation, on appelle ça aussi dans le langage technique hein, et la méthode ethnographie. L'ethnographie ou méthode ethnographique. L'ethnographie, c'est l'observation. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux types d'observation, trois types d'observation. Il y a l'observation simple, il y a l'observation participante. L'observation simple, c'est quand vous faites vos entretiens, vous faites des observations simples, vous regardez le comportement de la personne en face de vous, comment la personne s'hésite, les tics du langage, les pauses, les temps morts, tout ça, vous notez tout. Et puis, l'observation participante. Il faut participer pour bien observer. Euh, Par exemple, pour comprendre, j'ai pris l'exemple, pour comprendre le comportement des supporters de foot, il faut aller au stade. Il faut acheter un billet pour aller au stade. Pour comprendre le ressenti d'un boxeur en prenant un coup, il faut pratiquer de la boxe. C'est la participation observante. Ça aussi, ça c'est important. Ce sont des études qui sont très rares, hein, ce sont des études très rares. Et après, dans l'observation, il y a aussi l'observation de groupe, les études de groupe, hein, à savoir groupe de parole ou groupe de discussion, il focus group qu'on avait parlé. Qui fait partie aussi, parfois on peut observer sans participer. On observe, on prend des notes aussi dans les focus group qui sont, voilà, qui sont des techniques qui existent. Alors, pour l'observation, il y a deux phases qui sont importantes. Il y a la phase, la phase d'entrée, qui c'est la phase d'acquisition du comportement observé, et la phase finale, qui c'est la phase de reproduction du comportement observé. Alors, quand on dit, pour comprendre le milieu, pour comprendre le comportement des supporters de foot, il faut aller au stade. En arrivant au stade, vous allez observer. C'est la phase d'acquisition. On dit c'est attention, enregistrement des comportements du modèle. Vous suivez. Et puis, rétention, il y a aussi rétention, le codage symbolique organisé. Ça, c'est important. Codage symbolique organisé. Alors, quel code ça que vous attribuez à ça? Pourquoi l'équipe visiteuse, chaque fois qu'ils vont tirer, qu'il y a un joueur qui va tirer, il va tuer au but, tout le monde va faire Qu'est-ce que ça représente? Il y a un code. Il y a un code. Les chansons que les gens chantent au stade, il y a un code pour ça. Il faut comprendre pourquoi ils chantent ça. C'est pour cela, les gestes que les joueurs font, il y a un code. Bon, je me rappelle qu'un but que Cavani avait marqué, après, il avait le geste d'un pistolet. Hein, voilà. D'habitude, ces gestes-là, c'est les gens qui regardent le foot longtemps, c'est très bien, c'est le geste qui baptise toute la fusée quand ils jouaient au foot.
Mais bon, ils avaient interprété ça, hein, voilà, ils ont dit, il n'a pas le droit de faire ça, de faire le geste d'avoir un pistolet, de tirer avec un pistolet. Bon, voilà, ça s'apparente un peu au nazisme. Vous voyez, c'est tout ça. Il y a des codes, des choses, parce qu'il avait fait ça en face de la COP, on a du village COP, COP Paris, quand on parle des COP, ce sont des juifs, quoi, en quelque sorte. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut connaître tous ces codes-là pour ne pas se mêler les pinceaux. Voilà. Et interprétation. Il faut les interpréter. Aux manifestations, pourquoi on demande toujours démission d'une personnalité politique aux manifestations, quelles que soient les manifestations. Ça, ce sont des codes. Peut-être c'est la manière que les gens utilisent pour exprimer leur ressenti. Quand ils parlent de démission, ça signifie qu'ils sont vraiment en colère. Mais ils ne veulent pas vraiment, en réalité, ils ne veulent pas vraiment la démission du président. Ils ne veulent pas ça vraiment. Mais c'est une manière d'exprimer leur colère, leur ressenti. C'est ça, ce sont des codes. Il faut s'approprier de ces codes-là. Ça, c'est important. Il faut les interpréter. Il faut, voilà, déjà, si vous n'avez pas un bon bagage en littérature avant de faire l'observation sur le sujet, hein, vous serez à côté de la plaque, vous ne saurez pas comment les interpréter. C'est la phase, c'est cette phase-là. Vous faites l'enregistrement, mais vous n'arrivez pas à décoder ce que vous voyez. Et la phase de reproduction, c'est là que vous arrivez chez vous reproduisez tout ce que vous faites, vous cherchez à relier tout ce que vous avez vu, vous cherchez à relier avec la revue de littérature, ce que tel ou tel auteur avait dit. Je me rappelle une amie qui avait soutenu sa thèse, ça fait 2 ou 3 ans, sa thèse, 2 ans, je crois, ouais, 2 ans. Sa thèse, c'était pour voir les jeunes qui quittent l'Europe pour aller faire djihad dans les pays du Moyen-Orient. Voilà. Et en lisant sa thèse, j'ai vu que elle cherche à décoder un peu. Elle était allée voir en prison une fille qui était en prison, en discutant avec la fille, et la fille lui a raconté des histoires pour dire que ce qu'elle avait fait, c'était pour sauver sa mère, parce que sa mère était péchée, etc. Et en lisant la thèse, j'ai vu comment elle a relié ça à un comportement qu'un auteur avait expliqué dans la psychologie. Ça, c'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est la reproduction. Cette phase de reproduction, essayez de faire. Bon, je ne vais pas passer tout mon temps, mais si vous faites l'observation ou l'échographie, on peut discuter après. Il suffit d'envoyer un mail à Émilie et puis elle s'en occupe et on peut aller plus loin. Bon, en gros, c'est ça. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Toujours dans l'observation, l'observation, ça c'est plutôt dans l'analyse, peut-être, je crois que c'était l'analyse sensorielle sur la consommation d'un produit quelconque. C'était la consommation d'un produit. On observe comment les gens se comportent. Voilà, c'était dans un restaurant universitaire et comment les gens se comportent quand on apporte la nourriture pour la première fois. Et, le regard porté à l'assiette et puis comment les gens dégustent le produit. Tout ça, c'est pareil, ça c'est dans l'observation et vous prenez des notes. C'est pareil si vous êtes dans le domaine agricole, dans le travail de la terre, vous allez voir comment les gens travaillent de la terre. Est-ce qu'il y a avec des outils ou bien est-ce qu'il y a avec des tracteurs? Et puis, avant de commencer, comment les gens se réunissent? Et puis, quelle partie qu'ils commencent, hein? Est-ce que c'est là-haut? Est-ce qu'il y a à l'entrée ou bien c'est à la fin? Tout ça, c'est important. Ça, ce sont des choses qu'il faut observer. Pareil, dans un milieu hospitalier, les patients et les parcours suivis par les patients avant d'arriver au spécialiste. Il y a l'enregistrement, vous observez. Et puis, quand on dit patient, leur degré de patience aussi, ce sont des choses qu'il faut observer. Voilà, ça c'est l'observation simple. Ce sont des choses importantes, il faut faire ça. On a l'observation verbalisée, des protocoles verbaux, bon, les thèmes employés, les mots employés, tout ça, c'est encore plus poussé. Si vous faites ça, vous êtes en sciences sociales, vous faites ça, c'est intéressant, on peut aller plus loin. Et l'observation verbalisée aussi, bon, ça dépend d'un produit. Là, on pense que c'est une étude qui a été menée sur les Chinois par rapport aux produits cosmétiques, hein. On voit du quoi quelle marque
les Chinois aiment, hein, les marques, c'est plutôt les marques françaises, les marques américaines. Et puis, il y a des noms qui arrivent. Ça, c'est l'observation. On voit, si on présente plusieurs marques, ils vont chercher la marque américaine ou bien la marque française. Ça, c'est pour les Chinois. C'est toujours par observation. Observation appareillée, ça, c'est très, très intéressant. Euh, Ça, on voit ça, cette technique-là utilise dans l'intimité, c'est dans l'intimité de la personne, on va placer une caméra. Placer une caméra, on va voir comment les gens se comportent, surtout en sociologie, pour comprendre le comportement des gens dans la société, le fonctionnement, comment les gens se comportent, il faut utiliser cette technique. Cette technique est beaucoup plus conseillée, utiliser un appareil. Comment les gens se comportent. Bon, maintenant, on voit avec TikTok et Instagram, on voit les gens presque nus. C'est pas ça qu'on fait. Quand on dit l'observation, c'est le comportement des gens dans son intimité, d'une part, et oui, dans son quotidien. Comment les gens, c'est, par exemple, le matin, par exemple, pour établir le profil d'une population, pour dire, bah, si telle personne on va dire, un Cubain, c'est quoi un Cubain? Est-ce qu'on va dire parce que la personne fume de la cigare, c'est un Cubain? Non, pas du tout. Et c'est comment un Cubain fonctionne. Quand il s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Les rituels qui l'accompagnent tout autour de la journée, c'est ça qu'on cherche à mettre en avant. Bon, on met un appareil. Bon, là, on va voir ça. On dit, par exemple, avec la famille, les techniques appareillées, déjà, un système électrique, mécanique, etc. On va voir l'exemple, ça c'est pour l'usage des produits cosmétiques à domicile. On place hein, dans le placard de la personne une caméra pour observer tous les rituels et comment la personne fait. Et bon, les résultats obtenus sont considérés comme, on les appelle des ethnogrammes. Cette technique-là, bon, cette technique est inventée par les industries cosmétiques, mais qu'on utilise aussi au niveau de l'industrie alimentaire, agroalimentaire. On va voir pour consommer un produit, les produits qu'on achète au marché, au supermarché, et comment on consomme ce produit-là. On va établir dans la cuisine une caméra et aussi dans le salon une caméra. On va voir et ce produit-là, l'ensemble des produits achetés, lequel consommé par des enfants, lesquels consommés par des adultes, lesquels consommés par des adultes, lesquels consommés par tout le monde aussi. Ça, c'est important. Et puis, on va suivre également qui prépare la table, hein, qui arrange la table, qui met les assiettes, les couverts sur la table et qui débarrasse la table, qui prépare à manger. Et les gens qui sont sur la table en même temps, qui mangent en même temps, qui mangent en retard. Tout ça, ce sont des techniques, ça permet de comprendre les comportements. Les comportements, ça, on utilise ça beaucoup plus en sociologie. Voilà, ça, ce sont des techniques qui existent. Et bon, on peut aller plus loin, mais bon, du coup, on est satisfait là. Bon, après, bon, il y a d'autres techniques aussi, hein. On va voir au marché, dans le panier, qu'est-ce que les gens achètent. Bon, ça, c'est pas tellement important. Mais bon, voilà, ça, bon, je vais vous parler de ça, mais bon, on a d'autres sujets plus intéressants qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait là. C'est important parce que parfois, la limite, c'est parce que ça coûte de l'argent. C'est cher parce que imaginez, vous allez installer 3 caméras dans un appartement. Vous faites ça si vous avez 10 personnes à enquêter. Vous faites ça 10 fois 3, ça fait 30 caméras. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Même si vous n'achetez pas ces caméras, vous allez louer ces caméras, ça coûte de l'argent. C'est pour cela, ce n'est pas tellement conseillé, mais c'est plutôt au niveau de des gouvernements, au niveau des gouvernements, quand on parle des gouvernements, des responsables, hein, surtout le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, dans les pays dans le ministère de l'Économie aussi, qui mènent ces gens d'études, qui utilisent aussi, hein, pour comprendre le comportement, sans oublier le ministère des Affaires sociales, qui utilise le comportement des personnes de la société. Voilà, ça c'est important. C'est pareil pour l'utilisation d'un téléphone dépendamment du pays. Il y a certains pays, on parle de mégabytes, hein, mégabytes, et dans d'autres pays, on parle de gigabytes, et dans d'autres pays, on parle de disponibilité déjà, accès, on parle de réseau, vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut que j'ai réseau, d'autres vont dire il faut que j'ai mégabytes, hein, d'autres vont dire il faut que j'ai gigabytes, d'autres vont dire il faut que j'ai accès à l'électricité. Vous voyez, c'est tout ça.
Bon, on va pas rester là. C'est les résultats d'études qualitatives. Bon, il nous reste, on va passer 15 minutes. Après, on va laisser le reste du temps pour 20 minutes pour les réponses, questions-réponses. Alors, résultats, études qualitatives. Les résultats, c'est des études qualitatives, c'est important. Alors, les résultats, c'est la phase de présentation des résultats, hein. Ça, c'est après avoir collecté les données, après avoir réalisé les entretiens ou bien les observations, vous faites ce travail-là. Ça permet d'analyser des contenus. On ne parle pas données, on dit analyse de contenu. C'est ça qu'on utilise, hein, c'est ça qu'on utilise dans ce travail-là. On réalise des analyses de contenu. Analyse de contenu, ça c'est important. Et quand on dit analyse de contenu, le contenu qu'on analyse, c'est les contenus qu'on analyse, hein, on analyse ce qu'on avait collecté, on analyse les informations qu'on a pu collecter, c'est là. On va avoir, ça variable, hein, c'est très variable en fonction de la technique de collecte utilisée. Quand on dit technique de collecte utilisée, si vous faites de l'observation, hein, voilà, hein, vous passez à la phase de la reproduction, c'est déjà bien. Vous faites la reproduction, c'est bien. Si vous faites d'entretien et directive, hein, c'est ça, directif. Là, vous allez vous allez travailler vos résultats sous forme d'enquête quantitative. D'accord? On va faire des statistiques derrière. Mais si c'est l'entretien individuel semi-directif, là, c'est l'analyse de contenu qui nous intéresse. Mais la raison pour laquelle on vous suggère toujours de classer les textes, bien les paragraphes ou bien les thèmes par catégorie. Dans ce cas-là, vous utilisez une grille d'analyse. Classer par catégorie. Classer les textes par catégorie. Dans ce cas, vous utilisez une grille d'analyse. Ça, je reprends. Vous allez classer les textes, les données collectées par catégorie. Là, on travaille sur échec scolaire. Échec scolaire, ça peut être les doublements de classe, comme catégorie, doublement de classe. Ça peut être âge avancé, hein, quelqu'un qui a 18 ans, qui est toujours en classe 4e secondaire. Ça, on peut, et cette personne-là, depuis quand, on va regarder depuis quand la personne commence à aller à l'école. Voilà. Tout ça, ça peut considérer comme échec scolaire. Et échec scolaire, ça peut être le taux de réussite. Ça peut être aussi les moyennes, les notes, les moyennes, hein, les notes, hein. Il y a tout un barème de notes attribuées ou bien obtenues pour les matières avec un pic et un minimum et un maximum. Voilà, ça c'est important, c'est des catégories. Vous faites des catégories et après vous allez attribuer ça dans une grille d'analyse. Les grilles d'analyse sont des matrices par phrase ou bien par terme ou bien par quatre cognitives. Les quatre cognitives, ce sont généralement soit des graphiques ou bien des nuages de mots qu'on réalise, qu'on appelle les quatre cognitives ou quatre cognitives idéogrammes, on appelle ça. Vous faites des idéogrammes aussi. Et les statistiques, hein, d'éléments de la grille d'analyse, parce qu'après la grille d'analyse, vous pouvez aller encore plus loin pour pousser vos analyses euh, vers des statistiques sur la détermination de la fréquence d'apparition. Fréquence d'apparition, selon le nombre de fois un même mot se répète par les différents interviewés. Le même mot, bien un même mot technique. On parle de mots techniques si ça concerne votre sujet, ça concerne vos hypothèses, si ça fait partie des éléments clés ou bien des concepts clés de votre étude. On parle des fréquences d'apparition, le nombre de fois que ce mot se répète. Et la variation selon l'occupeur, selon les contextes. Quelle variation qu'il y a entre les différents thèmes étudiés? Comment c'est là qu'on fait l'analyse verticale. Est-ce qu'il y a une différence entre chaque répondant? Et d'ailleurs, vous avez posé les mêmes questions, mais vous trouvez des réponses différentes. Voilà, ça c'est important. Et puis, vous commencez par la synthèse verticale et
vous faites la synthèse horizontale. Bon, ça, c'est de la théorie. Alors, vous faites cette grille, vous avez cette grille-là, les grilles d'analyse. C'est ça qu'on repose souvent, que je repose souvent quand j'ai lu un mémoire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lu deux déjà. J'ai lu deux mémoires, j'ai vu ce problème. On demande aux étudiants de réaliser une grille d'analyse. Donc, cette grille-là, parfois, c'est très dense. Quand c'est dense comme ça, on met cette grille en annexe. Mais sinon, on peut mettre sous forme paysage, on met ça dans le corps du mémoire. De cette grille-là, vous commencez en, en abscisse. En abscisse, hein, vous voyez, en abscisse, vous avez les thèmes. Et en ordonnée, vous avez les entretiens. En abscisse, ou bien vous dites en horizontal, en vertical, vous avez les entretiens, entretien 1, entretien 2, jusqu'au dernier entretien. Et puis, en horizontal, vous avez les thèmes, thème 1, thème 2, thème 3, thème 4. Je vous ai bien dit, vous faites votre guide d'entretien. Votre guide d'entretien est composé d'un ensemble de thèmes. Et les thèmes couvrent vos hypothèses. C'est ça qu'on avait parlé. D'accord? Et puis, bon, parfois, vous transformez vos thèmes en un certain nombre de questions. Dans cette case-là, vous voyez, pour l'entretien 1, on va voir comment le répondant 1 a répondu par rapport au thème 1. Idem, on va voir comment il a répondu au thème 2, au thème 3, etc., etc. Et voilà, c'est comme ça. Et à la fin, vous faites une synthèse pour l'entretien 1. Alors, vous n'allez pas mettre mot pour mot. Vous allez utiliser seulement des verbatims. On appelle ça verbatim. Ça concerne des thèmes techniques de votre domaine, ou bien de votre sujet d'étude. Ce sont des verbatims, vous allez ajouter. Et tout à l'heure, j'avais pris l'exemple des chèques scolaires. Si, par exemple, on travaille sur la nutrition, on dit malnutrition. Malnutrition, par exemple, le sous-poids, ça peut être sous-poids. Ce n'est pas la phrase que la personne a racontée. Si pendant la personne répond au thème 1, la personne parle de sous-poids. La personne parle de surpoids. La personne parle de faiblesse. La personne parle d'anémie. Vous voyez, on l'ajoute ici. Pourquoi vous devez faire ce travail? Parce que vous allez voir plus loin, on continue à faire ce travail, cette analyse, de rentrer, de présenter les réponses appropriées. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne savez pas faire, vous n'êtes pas pire que les autres étudiants partout dans le monde. Voilà. Ça, je vous rassure. Je vous rassure, des étudiants qui sont dans des universités qui payent énormément cher leurs années universitaires, jusqu'à 15-20 000 euros par an, qui n'arrivent pas à faire ce travail et qui n'ont pas été formés aussi, malgré ils ont des tuteurs qui les encadrent pour faire ce travail. Au final, ils sont un mémoire qui n'a pas ce travail. Voilà, c'est ça. On prend du temps dessus. Peut-être on peut revenir la semaine prochaine, mais c'est important. Là, il ne faut pas passer à côté. Si vous faites une étude qualitative, bon, le mieux, je vous conseille beaucoup plus qualitative. Et puis, bon, ça permet de rencontrer des gens, de commencer à monter votre réseau, surtout si votre étude s'adresse à des professionnels, de commencer à monter votre réseau. Ça, c'est important. Voilà, vous faites ce travail et puis vous faites pour l'entretien 2, l'entretien 3, l'entretien jusqu'au dernier entretien. Après, vous faites une synthèse horizontale. La synthèse horizontale, c'est par thème et la synthèse verticale, c'est par entretien. La synthèse verticale permet d'explorer euh, votre, euh, votre étude, hein, de voir comment chaque répondant, ou bien comment chaque interviewé comprend votre étude. Comment chaque interviewé comprend votre étude. Ça, c'est important. La synthèse horizontale permet de voir comment l'ensemble des répondants comprend chaque thème. Comment l'ensemble des répondants comprend chaque thème. Voilà. C'est comme ça. Une fois que vous faites ce premier travail, c'est la présentation des résultats. Ce sont les synthèses que vous allez prendre pour faire la discussion, pour commencer à discuter à partir de la synthèse verticale et après, vous continuez à partir de la synthèse horizontale. C'est ça qu'on avait dit là. Synthèse verticale, synthèse horizontale. D'accord? Et puis, bon, voilà.
Bon, pour la retranscription, bon, on dit, voilà, avant de faire ce travail-là, synthèse verticale et synthèse horizontale, ça, il faut faire la retranscription générale. Et puis, vous pouvez définir des unités d'analyse thématique. Comme les unités d'analyse thématique vous donnent des clés d'entrée. On avait pris l'exemple tout à l'heure, si vous travaillez sur la malnutrition, par exemple, surpoids, sous-poids et anémie sont considérés comme thèmes clés. C'est ces thèmes-là, quand vous entendez que ça se répète, ça vous donne une idée. Vous avez des clés déjà. Si vous travaillez sur échec scolaire, vous voyez des notes faibles, des moyennes faibles, et puis des absences de classe, des maladies, tout ça, ça vous donne une idée sur échec scolaire. Ou bien les personnes qui redoublent leur classe, ça vous donne une idée sur l'échec scolaire. Le taux de réussite au bac, ça vous donne une idée sur l'échec scolaire. D'accord? Vous voyez, c'est comme ça. Vous créez des clés. Et après, vous interprétez. Et après, vous pouvez aller encore plus loin dans l'interprétation. Vous pouvez codifier et quantifier. Bon, là, j'avoue que parfois, ça donne des problèmes. Ça donne des problèmes même pour les personnes qui sont avancées. Comme vous, c'est pour cela qu'on ne va pas parler de codification. Alors, si vous n'avez pas de financement derrière, bon, ça c'est plus approfondi. Les personnes qui ont des financements, je demande toujours de coder. De coder, ça permet d'attribuer des codes et que vous pouvez rentrer dans un logiciel. Vous dites n'importe quel code que vous voulez. D'accord? Après, vous pouvez faire des graphiques derrière. Par exemple, je prends exemple pouvoir, utilisation, satisfaction. Ce sont des clés qu'on avait ciblées dès le départ. Je vais dire satisfaction égale à 1, pouvoir égale à B égale à D et utilisation égale à C égale à 3. Soit, j'ai dit satisfaction égale à A, pouvoir égale à B, utilisation égale à C. Comme ça, quand je vais commenter, je vais discuter, par exemple, prenons, on a tant pourcentage de B ou tant pourcentage de A ou tant pourcentage de C ou bien tant pourcentage de 3, tant pourcentage de 2, tant pourcentage de 1. Là encore, ça permet de citer parce qu'on avait des clés déjà. Et après, derrière, on peut faire pas mal de statistiques. Bon, pour vous comprendre, pour vous permettre de comprendre mieux ce que je suis en train d'expliquer, on va voir ça. Et bon, ça, c'est un exemple de retranscription. Voilà, on verra tout à l'heure. Bon, là, on parlait des sous-catégories, des catégories. Vous pouvez faire des catégories. Ça, c'est une étude qui a été réalisée une étude qui a été réalisée sur une étude sensorielle pour une marque de parfum qui a été réalisée sur une marque de parfum. On a établi des catégories et des sous-catégories. Voilà. C'est à partir des thèmes de la grille d'analyse qu'on avait vu tout à l'heure. On peut revenir sur cette grille si vous voulez. On a réalisé des thèmes, on a réalisé des catégories, des sous-catégories. Alors, la catégorisation qui a été faite pour la catégorisation qui a été faite pour l'échantillon de parfum, déjà comme catégorie, comme clé d'analyse, on avait identifié l'odeur et relation ce parfum avec l'environnement. Et qu'est-ce que ce parfum permet de faire? C'est ça en quelque sorte. Il y avait deux hypothèses, une hypothèse sur l'odeur et une autre hypothèse. Une hypothèse. Dans l'hypothèse, il y avait deux volets. Un volet sur l'odeur et un autre volet sur ce que l'odeur permet de faire. L'utilisation de tel parfum, ça provoque ou bien telle chose. L'utilisation de tel parfum, ça provoque de la séduction, ça provoque de l'attirance, ça provoque de l'élégance. Voilà, c'est comme ça on a établi les catégories, les sous-catégories. On a la catégorie, c'est l'odeur. L'odeur, quelle odeur était du parfum et quelle relation avec l'environnement. Pour l'odeur, on avait limoné, l'odeur du citron, mentholé, l'odeur de menthe et poivré, l'odeur de poivre. Et quelle relation avec l'environnement? Ça permet de séduire, ça permet d'attirer des gens autour de nous et ça donne de l'élégance. Vous voyez? C'est ça. Ce sont des sous-catégories. Et à partir de ces tableaux-là, on va calculer le nombre de fois mentholé a été cité pendant tout l'entretien, l'ensemble des entretiens, et limoné également, et poivré également.
Et puis, le nombre de fois que les répondants ont cité séduction, attirance, élégance. Et puis, quand on dit séduction, ça permet de rapprocher des gens, ça permet de faire des gens adhérer à nous. Vous voyez, tout ça, c'est de la séduction. Ça, c'est l'attirance, c'est pareil. L'élégance, et on se sent frais et ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie et de botter les pas, etc., etc. Vous voyez, c'est ça, vous trouvez des synonymes déjà avec les clés que vous avez identifiées par rapport à l'ensemble des réponses que vous avez pu collecter lors des entretiens. Bon, je sais que c'est un peu dans ces loups pour vous, mais c'est juste pour vous donner une idée. Bon, au final, vous pouvez quantifier, aller encore plus loin, faire des tests paramétriques, même des tests paramétriques, même des statistiques, hein, si vous pouvez faire. Bon, calculer les moyennes, médianes et cas types. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur, je me rappelle, un premier article que j'ai lu, que j'avais corrigé, c'était un article sur les fautes des Français, des études, des élèves en classe de seconde. Les fautes du français, il y avait des moyennes, des médianes et des écarts types. Bon, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais je, je vous laisse, je vous conseille de laisser tomber cette phase-là. C'est un peu compliqué pour aller plus loin sur cette phase de quantification. Ça, c'est du passage à l'étude qualitative, de l'étude qualitative à l'étude quantitative. Bon, ce que je vous conseille, plutôt à partir de ces tableaux, de ces catégorisations que vous avez pu faire, de ces clés que vous avez pu identifier ici, à partir de cette catégorisation, vous allez utiliser pour travailler vos catégorisations, pour traiter de manière statistique. Vous faites des nuages de mots. Alors, nuage de mots, vous tapez sur Internet nuagedemots.co, vous allez trouver, c'est gratuit sur Internet, vous entrez vos catégories et vous avez les résultats. Et les résultats, vous voyez ici, plus, veut, exemple, ça c'était dans un discours. C'était un discours de Emmanuel Macron qu'on avait trouvé sur Internet. Ça nous permet d'avoir au moins, pour voir les phrases les mots qui se répètent beaucoup plus dans le discours. C'est pareil. Et pour c'est ça qui donne la fréquence d'apparition. La fréquence d'apparition, c'est la grosseur que ça se présente. Ou bien vous utilisez un autre outil qui vous permet de faire vous faites des graphiques, hein, en fonction du codage que vous avez fait, et aussi vous avez déterminé la fréquence d'apparition, et vous avez des graphiques en fonction des mots les plus utilisés. Voilà, les mots techniques. Pour vous, ce sont les mots techniques. Ça, c'est un exemple, hein, pour un discours. Bon, on a pu voir les mots qui ont été plus utilisés. Bon, il a parlé de pays, c'est plus, hein, le pays, il a parlé de ensemble. Après pays, c'était ensemble. Il y a aussi colère, aussi, voilà. C'est ça. Ça, c'est le discours du président d'Emmanuel Macron, hein, avait réalisé en 2018 on utilise ça pour faire des statistiques. C'est pareil dans le discours que les gens vont vous raconter. C'est vous faites le codage, ou bien vous faites la catégorisation. C'est à partir de la catégorisation des vocabulaires bien ciblés. Ça prend du temps. Et puis vous sortez ces statistiques. Vous sortez cette statistique, vous sortez des nuages de mots ou bien vous sortez des graphiques sur Excel. Là, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Ça passe très bien et je vous conseille de le faire. C'est comme ça, vous présentez les résultats de statistiques. Bon, je ne vais pas vous présenter les limites parce que les limites existent, mais par contre, il y a des outils que vous pouvez utiliser pour faire ce travail de catégorisation. Il y a des outils ça coûte de l'argent. NVivo, par exemple, ça coûte cher. Hyper Research, ça coûte cher aussi. Mais par contre, hein, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser qui ne coûtent pas de l'argent, comme on peut revenir sur ces outils-là, comme et on avait dit nuagedemots.co. Il y a le WordArt aussi sur Internet, c'est gratuit, hein, gratuit. Ou bien vous utilisez Excel, vous faites ce travail avec Excel. D'accord? Bon, on va s'arrêter là. Il nous reste 15 minutes, je crois. Oui, 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser parce que je peux vous écouter pendant 10 minutes. Et puis, bon, voilà. Comme je ne fais que parler, je pense que je dois boire quelque chose. On va rester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, on continue. On va revenir sur cette partie des traitements.
la semaine prochaine. Et puis, peut-être on commence avec l'étude quantitative. Aussi, peut-être beaucoup d'entre vous, attendent la méthode quantitative. Donc, vous aurez la méthode quantitative. Et puis, voilà. Et la semaine d'après aussi, on va continuer avec la méthode quantitative, principalement avec les échelles de mesure qui sont très intéressantes à utiliser. Comment vous passez des confusions qui existent. Et voilà. Et puis, à la fin du mois de mars, du mois de juin, on termine avec la méthode quantitative. Et puis, début juillet, on travaille avec vous comment exploiter les résultats parce que c'est important. C'est le plus grand problème, c'est comment exploiter les résultats. Moi, quand j'étais étudiant, hein, ben, je faisais pareil que vous. Je pensais que travailler dans mon coin, trouver des résultats, commenter, c'est bon. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça marche. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Et en même temps, on a Igno Fontus hein, qui vous met pas mal de captures d'écran dans. Vous pouvez les récupérer, ce serait intéressant. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je dépose tout sur la plateforme. Hein. J'envoie tout à Emily, elle met sur la plateforme. Voilà, ça ne va pas prendre du temps. Euh, bon, peut-être demain matin, j'envoie à elle, dès demain matin. Comme ça, elle met dépose pour vous sur la plateforme et la vidéo qui est en train d'enregistrer, vous pouvez revenir pour y voir sans problème. Avez-vous des questions? Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez très bien? Oui, oui, j'entends très bien. Bonsoir. D'accord. Je tiens à vous remercier pour la présentation. C'était super clair. Mais par contre, j'aimerais avoir une explication plus sur la synthèse verticale et horizontale. Ces deux thèmes-là n'ont pas été très clairs pour moi. Merci. OK. La synthèse verticale et horizontale. Je vais juste revenir sur le diapo qui parle de ça. Voilà, ça c'est l'analyse triangulaire qu'on réalise pour l'étude qualitative. Quand on parle du traitement des données qualitatives, le plus conseillé, c'est de réaliser une grille d'analyse. La grille d'analyse, pourquoi on appelle ça grille d'analyse? C'est une grille qui est composée, excusez-moi, en vertical, on ajoute les entretiens et en horizontal, on ajoute, il y a des clés, c'est un tableau à double entrée. Voilà. Vertical, vous ajoutez en tête, vous ajoutez les entretiens et à l'horizontale, dans votre grille, vous ajoutez les thèmes qui composent le guide d'entretien. Alors, on dit questionnaire pour les enquêtes ou bien les sondages pour les études quantitatives. On parle de guide d'entretien pour les entretiens ou les enquêtes qualitatives. Bon, je préfère dire, voilà, les entretiens pour les entrevues, les entretiens et les entrevues ou entrevues, on utilise le guide d'entretien. C'est le guide d'entretien. Pour le guide d'entretien. Dans le guide d'entretien est composé d'un ensemble de questions qui sont réparties par des thèmes. Voilà, je prends l'exemple. Bon, peut-être la semaine prochaine, je vous présente un modèle de guide d'entretien, comme ça, vous allez comprendre plus rapide. Voilà. C'est un ensemble de thèmes qui composent le guide d'entretien. Quand vous faites vos entretiens, vous posez, dans chaque thème, parfois vous formulez des questions. Il peut y avoir une, deux, trois, bon, le nombre de questions. Il suffit que ce n'est pas trop saturé. Pour les questions, vous posez des questions et vous aurez des réponses. Pour chaque thème, vous aurez des réponses. C'est ça que vous faites dans la grille d'analyse. Au lieu que vous ajoutez des réponses, vous ajoutez des verbatims. Les verbatims, notamment, ce sont des termes ou des thèmes clés, soit des phrases courtes, maximum, on va dire 4 mots. Il faut que ces réponses courtes correspondent à des thèmes techniques qui concernent votre sujet. Bon, voilà, ça c'est comme ça. Bon, moi, je travaille sur l'intelligence artificielle. Par exemple, tout ce qui concerne données massives, qui parle de la data, données, data, tout ça, ce sont des thèmes techniques que je vais mettre dans ma grille d'analyse. Après, et toujours, tout ce qui concerne
par exemple, un terme comme Midjourney, ChatGPT, par exemple, ça concerne, ce sont des thèmes techniques. Ce sont des thèmes techniques. Exemple, l'automatisme, machine learning, automate, tout ça, ça concerne, ce sont des thèmes techniques qui concernent ma grille d'analyse. Je vais les ajouter dans la grille d'analyse, mais si la personne dit, bon, j'utilise un automate, voilà, je ne vais pas écrire, j'utilise un automate, je vais dire, répondant un automate, voilà, automate, machine learning, comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vais remplir cette grille-là. Et puis, je fais une synthèse verticale à la fin pour chaque répondant. Synthèse verticale, deuxième synthèse verticale, etc. Et après, pareil, hein, pour les thèmes, je fais synthèse horizontale, etc., etc. C'est quoi cette synthèse? Cette synthèse permet de voir, par exemple, au répondant 1, voilà, on va voir pour l'ensemble des thèmes comment le répondant a compris mon guide d'entretien. Comment le répondant a compris mon guide d'entretien, les thèmes qui se répètent, comme ça, même si j'ai écrit ça, il dit, bon, par exemple, si la personne parle de l'automate, c'est pour pour le premier thème, automate, deuxième thème, il mentionne à nouveau automate, bon, j'ai écrit automate, entre parenthèses, 2. Voilà. Et puis, je fais un prélèvement de cette synthèse-là. Je rédige. J'ai dit pour l'entretien 1, ou bien pour le premier répondant, le premier interviewé, voilà, le sujet concerné, voilà, le sujet concerné, je rédige. Par exemple, par rapport au thème 1, voilà, il a dit ça, par rapport au thème 1, il approprie ça à tel ou tel mot technique. Vous voyez? Vous dites ça comme ça. Par rapport au thème 2, voilà, on a ça par rapport au thème 3, etc., etc. Pour l'entretien 2, ou bien le répondant 2 ou l'interviewé 2, c'est pareil. Par rapport au thème 1, on a ça, et par rapport au thème 2, on a ça, etc. Il y a tel comportement. Ce qui sous-entend, quand je fais cette synthèse, au lieu que je fasse une discussion derrière, je vais regarder comment le répondant 1 ou le répondant 2 a répondu par rapport à une question posée, s'il y a un texte qui sort de l'ordinaire que je trouve qui correspond à un thème technique ou bien à ce qu'un auteur avait dit. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il faut justifier vos hypothèses avec les citations, bien les considérations des auteurs que vous avez cités dans la revue de littérature. Il faut justifier les hypothèses. Je vais regarder dans ce que la personne a dit si j'avais déjà justifié quelque chose par rapport à ça. C'est pareil. C'est ça qui me permet de faire cette synthèse. C'est une mini-discussion qui permet de comprendre qui permet d'apprécier comment un répondant comprend mon guide d'entretien. Je fais des questionnaires, mon guide d'entretien. C'est que ça. Vous faites ça pareil, horizontal. Ça permet de voir comment l'ensemble des répondants comprend chaque thème. Là, je vais dire, voilà, pour les synthèses horizontales, par rapport au thème 1, l'ensemble des répondants, voilà, attribué ou tel comportement ou bien telle réponse. Mais c'est là qu'on avait dit, il faut voir les similitudes et aussi les effets inverses. Ça peut, bon, je ne vous parle du terme, hein, on avait dit, ça permet de voir, voilà, ça permet de voir les variations selon le locuteur et aussi selon le contexte. Ça permet de voir les similitudes et aussi les variations. C'est ça. C'est ça la synthèse horizontale. La synthèse horizontale permet de voir et permet de faire ressortir hein, les similitudes et les variations. Ça, c'est important. Vous faites ce travail. On dit synthèse horizontale, synthèse verticale. Bon, vous faites cette synthèse, vous faites comme vous voulez. Il suffit que vous respectez les résultats les résultats des entretiens. Voilà, c'est que ça. Est-ce que vous êtes satisfait? Sinon, je reprends. Oui, merci beaucoup, c'est bon. De toute façon, on va reprendre cette partie avant de commencer la semaine prochaine. Hein, le cours de la semaine prochaine, on va reprendre cette partie parce que c'est important. Il faut que ça reste. Hein, parce que tout ce que vous avez fait, vous avez pu faire dans la première partie, ça ne sert à rien. C'est vrai, bon, il faut sans problématique, vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas de mémoire. Et sans revue de littérature, vous n'avez pas la partie terrain. La revue de littérature, c'est bon, mais où on va beaucoup vous juger, c'est vos résultats.
vos résultats et puis votre empreinte. C'est là, c'est votre empreinte. C'est votre niveau d'ingéniosité qu'on va juger maintenant, c'est la capacité de transformer ce que vous avez constaté sur le terrain en quelque chose utile pour votre secteur d'activité ou bien pour votre métier, pour votre domaine. D'accord? Ça, on n'a pas encore abordé. Vous faites ces synthèses, des discussions, etc. C'est là qui va vous permettre de vérifier vos hypothèses. Une fois que vous terminez, il faut que vous faites des recommandations. Les recommandations que vous allez faire, ce sont des recommandations pour le métier que vous exercez, pour le secteur, pour les professionnels de votre secteur, les professionnels du métier concerné par ce sujet. Vous voyez? C'est ça encore. C'est ça parce que c'est une suite logique. C'est une suite logique. D'accord? Voilà. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas de questions, comme ça, on peut s'arrêter là parce que je ne fais que parler et je ne suis pas en pleine forme aussi. On continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que ce sera le 4. Ouais, c'est ça, 4, vendredi, oui, c'est ça, le 4. On continue mardi 4, si Dieu le veut. On continue. On va revenir sur la partie résultat. On termine avec cette partie-là et on commence avec la méthode quantitative, ou bien l'approche quantitative, qui sont importantes aussi, les approches quantitatives, comment mener pourquoi c'est important et puis comment créer un guide, un questionnaire. Bon, ce que j'ai oublié de vous présenter, c'est un modèle de guide d'entretien. Bon, il n'y a pas de guide parfait. Parce que chaque étudiant, chaque professeur a sa posture. Bon, je crois que j'ai trouvé une étudiante cette année qui fait un travail exceptionnel. Bon, ça, c'est le domaine pharmaceutique, la technologie appliquée aux pharmacies. Ça, on va essayer de voir, parce que quand on parle de la technologie, voilà, le digital, c'est important. On va essayer de voir ça. On va analyser ensemble, on va apprécier ensemble ce travail et ça vous permet d'avoir une idée. Ça vous permet d'avoir une idée. C'est pareil pour l'exploitation des résultats. Pour les grilles d'analyse, je crois que j'aurai un mémoire plus ou moins qui correspond à ces attendus. Je vais essayer de vous présenter les résultats aussi. Parce que c'est pas seulement suivre, essayer de voir comment ça fonctionne. Et ça, bon, c'est pas le mémoire que vous avez regardé, c'est seulement les résultats. Je vais vous montrer comment ça passe vraiment en direct. D'accord? Qui vous permettre de comprendre ce travail. Moi, même pour mon mémoire, j'étais pas allé dans ce travail. Bon, on m'avait demandé de commenter, mais bon, j'ai commenté à mon niveau, c'était à mon niveau. Et pour l'instant, maintenant, quand je vois les erreurs que j'avais faites dans le passé, je me suis dit que c'était pas moi. Mais bon, ça c'est important. Vous apprenez à le faire et à vous corriger. Heureusement que les vidéos, c'est tout sur Internet. Vous pouvez visiter et lire à n'importe quel moment. Regardez et vous corrigez. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il est 22h58. Je vous remercie et puis nous continuons. Nous aurons 2 autres semaines successives pour rattraper notre retard. Et puis, bon, ça ira. J'espère que ça ira pour tout le monde. Là, c'est la phase la plus sensible, c'est la phase de traitement du terrain, la phase du terrain. Il faut appliquer et puis traiter. Voilà. OK, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine, hein. Et puis, bonne semaine à tout le monde, hein. Et ceux qui sont en Amérique, hein, déjà, ce soir, pour vous, c'est la soirée qui va arriver. Ou bien, bonne fin de journée, bon début de soirée. Et puis, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, hein, vous avez maintenant, il va faire 21h, ça veut dire 9h PM. Bonne soirée. Et puis, bon,